Dans les territoires d'outre-mer, des gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et médecins urgentistes opèrent jusqu'aux secteurs les plus isolés. Entraînés pour intervenir en toutes conditions, ces héros du quotidien ont en commun le même objectif: secourir, soigner, protéger. Dans le plus grand des départements français, les routes à surveiller sont nombreuses. En première ligne dans la lutte contre les trafics, la douane effectue quotidiennement des contrôles sur les grands axes routiers. Sa cible principale, la drogue venue des pays producteurs voisins et qui transite sur le territoire à destination de l'Europe. La Guyane est plus utilisée comme une plateforme d'exportation de produits stupéfiants vers l'Europe. L'avion est un des vecteurs de transport de cette marchandise vers la métropole. Mais pas que, puisque nos missions nous amènent aussi à contrôler Fret Express, dans lequel également on découvre de la cocaïne aussi. Les douaniers ont pris toutes leurs précautions. Même sous la protection du fusil à pompe de leurs collègues, ils ne sont pas à l'abri d'une réaction violente. On est toujours prudent quand on fait un contrôle, parce qu'il peut y avoir des gens qui forcent à n'importe quel moment. Ça peut être des gens qui ont effectivement des marchandises de fraude au niveau douanier, mais ça peut être aussi malheureusement un usager qui n'aura pas ses papiers, qui n'aura pas de papier d'identité du tout, qui aura consommé d'alcool. Et à ce titre, il ne doit pas répondre aux arrêts et forcer le barrage en devenant en danger les agents, lui-même et les autres usagers de la route. Parfois, il arrive aussi que des commerçants s'exaspèrent des contrôles. Leur hantise, qu'un douanier maladroit ne casse leurs marchandises. Vous m'avez dit que vous avez des téléphones portables, c'est ça, monsieur? J'ai eu l'expérience, je peux vous assurer que c'est affreux. Le douanier qui touche à n'importe quoi, c'est affreux. Parce qu'il ne peut pas savoir qu'est-ce que j'ai dans la caisse. Où se trouve la chose qui est fragile, il ne peut pas savoir. Maintenant, je suis habitué, je fais la route une fois par semaine, donc je suis habitué. Mais je vous dis, le contrôle où le douanier touche... Vous pouvez comprendre que si on vous laisse toucher ou on vous laisse vous montrer ce que vous avez envie, on ne va pas forcément trouver ce que nous on cherche, quoi. Ah. Si on le prend dans ce sens-là. La critique passe mal auprès des douaniers. Oui, bah écoutez, ça arrive souvent, hein. Les gens ils sont pressés. Pour eux, ils n'ont rien à se reprocher, donc ils croient que le monde est beau, tout le monde est propre, mais c'est faux. Et même sur des personnes qui sont complètement crédibles, où c'est très propre, et ben, des fois, en fouillant un petit peu, on s'aperçoit qu'on peut trouver des choses intéressantes. Malheureusement, comme tous les procédés de fraude ont été utilisés, on sélectionne les véhicules de formats très différents. On se rend compte rapidement si c'est voilà, la personne qui revient du travail tout à fait classiquement. À ce moment-là, on ne pousse pas plus loin. Et si on a des éléments ou si on sent qu'il y a peut-être quelque chose à gratter, on essaie effectivement que chaque sortie nous permette de faire une découverte. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais on a toujours un peu de frustration quand on rentre et qu'on n'a pas fait de découverte. Les trafiquants ne sont jamais à court d'idées pour faire passer leurs marchandises. Dans cette région du monde, ils ont recours à des mules. Ces porteurs venus du Suriname acceptent d'ingérer jusqu'à 1 kg de drogue contre 2 à 3 000 €. Pour ne pas éveiller les soupçons, ces mules arrivent en Europe en provenance de Cayenne. Les passeurs se rendent à l'aéroport en taxi collectif, raison pour laquelle ces taxis ont toujours droit à un contrôle approfondi. Les passagers sont systématiquement fouillés et alignés avec leurs bagages pour être présentés aux chiens. Bougez pas, il va passer vers vous, Luxor. C'est bien, on continue. L'animal a reniflé les passagers et leurs valises sans réagir. Mais un douanier a identifié une épaisseur suspecte sous le pantalon de l'un d'entre eux. L'homme est immédiatement interpellé et menotté. Bouge pas, on bouge pas là. C'est pas rigolo, monsieur. Ok, on va là. Ouais, c'est juste là. Prendre quand même les identités. Le suspect est emmené à l'écart pour vérifier ce qu'il cache. Prends juste les identités, là, monsieur. Les douaniers trouvent rapidement. Il s'agit d'un second caleçon à double couture. Une poche secrète à même le corps. Take it off, take it off. Take it off, take it off. Take it off. Bouge pas, bouge pas. Take it off, take it off. Les douaniers vont vite comprendre pourquoi le chien n'a rien senti. Là, c'est une forme. It's not. Ok.
I'm telling you already, it's not. La cocaïne est conditionnée dans des poches plastiques totalement hermétiques. Très élaboré, hein. C'est du conditionnement industriel avec du film plastique assez épais. Donc on perçoit, elle est très, très pâteuse et on perçoit vraiment aucune odeur. Hein. Justement la difficulté de pouvoir le détecter pour un chien. Donc c'est caché, c'est conditionné, ouais. Il y a 4 paquets. C'est vrai qu'elle a une consistance assez liquide, hein. C'est bizarre. Hein. C'est un interprète qui va signifier son arrestation au suspect par téléphone. On a appelé donc une interprète qui est certifiée auprès des tribunaux pour la régularité de la procédure. On pourrait nous-mêmes s'exprimer en certaines langues qu'on maîtrise, mais pour la régularité de la procédure, voilà, ça doit être ou un imprimé type, ou alors un interprète pour assister la personne tout au long de la procédure et faire valoir tous ses droits dans un cadre prévu par la loi. Les douaniers soupçonnent l'homme d'avoir ingéré des ovules de cocaïne, ce qu'il va nier fermement. If I do that, I will tell you I do that because it's not for my safety. You understand? If I have it, I will tell you I have it. It's for my safety. You have me in custody. Why I have to lie? I don't have. It's stupid. Yeah, it's stupid. I can't swallow. That's the way they give me this. I can't swallow nothing. They try everything, my friend. They try everything. I tell you. They try everything. Impossible de le croire sur parole. L'homme va être placé en garde à vue. Est-il complice ou victime du réseau qui l'aurait forcé à transporter cette cocaïne comme il le prétend? C'est généralement les motifs qu'ils invoquent pour des problèmes de dette, des problèmes de, voilà, pas de travail, pas d'argent. Après, ils peuvent être aussi partie prenante d'une filière, hein, être des passeurs semi-professionnels. C'est malheureux, surtout que ça touche des jeunes qui auraient peut-être pu faire autre chose que ça. Parce que voilà, c'est quand même une marque indélébile dans sa vie pour plus tard sa profession ou les postes qu'il voudrait occuper, ce serait quand même une tâche de son parcours. Dans les zones littorales de Guyane, c'est jour de patrouille pour les agents de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Toutes ces zones de mangroves, là, ce sont des zones extrêmement riches en biodiversité. Et il y a un arrêté préfectoral qui interdit la chasse sur ce sentier. Malgré tout, il y en a qui viennent chasser, c'est la raison pour laquelle on vient. Franck est policier depuis 27 ans. Après ses débuts à la brigade anticriminalité de Marseille, il s'est porté volontaire pour la Guyane, où il a intégré la police de l'environnement il y a 14 ans déjà. Sa mission, lutter contre le braconnage et le trafic d'espèces protégées. Pendant leur patrouille, Franck et son collègue Eric ont été informés qu'un individu aurait jeté aux ordures un objet suspect qui les intéresse particulièrement. Une peau de jaguar. On va chercher un peu une aiguille dans une motte de foin, là, j'ai l'impression. On va déjà regarder dans les poubelles. C'est dans cette décharge sauvage que les deux policiers de l'environnement doivent retrouver les restes supposés de l'animal. Rien dans les conteneurs, jusqu'à ce qu'une odeur fétide attire l'attention d'Eric. Ah ben elle est là. Tu l'as trouvé? Elle est là. Aucun doute, c'est bien une peau en état de décomposition. Ouais, ça sent fort, ouais. Ici, tout va très très vite avec le climat. Ah, mais elle a été tannée cette peau, elle est toute dure. Une peau tannée. Et à sa petite taille, les policiers pensent qu'il s'agissait d'un très jeune animal. Bon, c'est pas un gros jaguar apparemment. Hein. Il devait pas être adulte. C'est une bête de combien d'après toi, Bon, j'aurais dit 40 kilos. Un gros 40. Un gros 40 ? Bah, visiblement, la personne qui a retiré cette peau a dû vouloir essayer de la naturaliser. C'est-à-dire faire en sorte que la peau puisse être un élément de décoration, puisqu'on a les pattes qui ont été soigneusement dépecées, la tête également, alors que si ça avait été uniquement
La chasse pour de la consommation, la tête aurait été coupée et jetée. Là, on voit que la peau a été soigneusement retirée de la tête. Et là, c'est très triste donc, de voir cet animal se retrouver à l'état de carpette en état de décomposition. Le jaguar est une espèce qui est protégée, donc elle est interdite à la chasse et également au commerce, que ce soit de la bête entière, que ce soit des parties de l'animal, c'est-à-dire revendre la peau, revendre les dents, revendre les griffes du jaguar, ce sont des délits. Là, le fait d'avoir tenté de tanner cette peau, c'est un acte de naturalisation. Et ça, c'est un délit qui est passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Donc, c'est pas rien. Donc là, nous, on va mener une enquête à notre niveau. On va commencer par une enquête de voisinage. Des photos ayant été prises, la peau en décomposition finira à la benne. Allez-y. Il ne reste plus qu'à aller interroger le principal suspect, qui a été dénoncé par un témoin. On va regarder sur les maisons à côté, puisque les informations que nous avons, il s'agirait d'une personne qui habite très près du lycée de Matiti, avec un nom qui nous a été communiqué. Cette personne a été vue, donc on va déjà essayer de retrouver cette personne et après lui poser quelques questions. Toto, nous sommes la police de l'environnement. On vient vous voir parce que y a une personne qui est venue nous raconter, qui est venue nous voir pour nous dire qu'on vous a vu, vous, jeter une peau de tigre devant, sur l'échange qui est devant. Je n'ai pas jeté, je l'ai ramassé. D'accord. Je l'ai trouvé, je passais, je l'ai ramassé. Du coup, j'ai montré à mes amis. Après, du coup, ma femme a dit, ça pue de la jeter. Vous chassez? Non. Vous n'avez pas d'arme de chasse? Rien, j'ai pas ça. D'accord. J'ai même pas un fusil pour vous dire. Est-ce que vous auriez une idée de comment cette peau s'est retrouvée ici? Mais là, il y a des gens qui ont le camion. Le suspect semble de bonne foi. Franck a décidé de le croire. C'est un monsieur qui est haïtien. Et généralement, les Haïtiens ne sont pas des chasseurs, ce sont des agriculteurs. Donc j'aurais tendance à croire que c'est en tout cas pas lui qui aurait tué le jaguar. De toute façon, on n'a aucun moyen de le savoir, donc pour nous, c'est fin de l'affaire. Ce serait une procédure contre X. En Guyane, la protection de l'environnement est un vaste chantier. Depuis le début des années 90, les garimperos, ces orpailleurs venus du Brésil et du Suriname voisin, ont investi la forêt. Déboisement sauvage, pollution des rivières, contamination des eaux au mercure. En 30 ans, leur activité a détruit 157 000 hectares de forêt. Pour mettre fin à ce désastre environnemental, 1 millier d'hommes des FAG, les forces armées en Guyane et 1200 gendarmes sont déployés sur le terrain. Une mission baptisée Harpie. Leur but, chasser les orpailleurs et détruire toutes les installations clandestines. C'est une mission importante, primordiale, parce qu'on est vraiment dans le cœur de l'orpaillage illégal en Guyane. On a une concentration des enjeux sécuritaires, environnementaux et de santé publique qui sont tous résumés à Maripa. Le chef d'escadron Reto est arrivé il y a 3 ans en Guyane. Avec ses collègues des FAG, il part régulièrement organiser la lutte contre les orpailleurs près de Maripasoula, à la frontière avec le Suriname. La région de Maripasoula, peuplée par les tribus amérindiennes Wayana, n'est accessible que par la voie des airs ou en pirogue. Dans ce département de la taille du Portugal, plus de 90% du territoire est couvert par la forêt. Il faudra 1 heure de vol pour rejoindre le village amérindien de Twenke, point de départ des opérations. On s'envole vraiment la forêt amazonienne dans toute sa splendeur. Ce qu'on appelle ici la forêt primaire, parce que la plupart de ces espaces n'ont jamais été foulés par l'homme. Le moyen le plus efficace, c'est l'hélicoptère. Toujours. On peut aller aussi en pirogue, mais vous prenez 2 jours. Pour les orpailleurs, c'est un défi de créer des chantiers au cœur de la forêt. Alors la stratégie des militaires n'est pas de s'attaquer directement au site de production, mais d'en empêcher le ravitaillement, l'enjeu vital pour les garimperos. Pour eux, le plus important, ce n'est pas l'or.
pour eux, c'est la logistique. C'est de pouvoir répondre aux commandes des orpailleurs. Et donc, en fait, c'est la population la plus dangereuse que nous pouvons rencontrer ici dans la forêt. C'est eux qui, en fait, sont généralement propriétaires de leurs biens, pirogues ou quad. Mais aussi, pour eux, c'est un enjeu de préserver leurs moyens de transport. Donc, ils sont prêts à tout pour pouvoir échapper à nos contrôles. Et c'est donc cette population sur laquelle nous avons le maximum de précautions lorsque nous intervenons, puisqu'ils sont capables du pire, soit avec leurs moyens, c'est-à-dire littéralement nous foncer dessus, hein, soit utiliser les armes pour pouvoir se soustraire au contrôle ou à l'interpellation. Donc il faut pouvoir se préparer au pire. Dans le village amérindien de Twemke, les militaires ont installé un poste avancé d'où sont lancées les opérations quotidiennement. Ça va bien ? Alors en fait, ils ont installé leur camp ici, leur base de départ, leur base vie, pour pouvoir après partir en mission en forêt. Donc ils sont au plus près de leur zone d'engagement. Ça a l'avantage aussi de pouvoir sécuriser les villages environnants. Dès son arrivée, le chef d'escadron va saluer le grand man, le chef du village. Donc bonjour. Voilà. Je suis donc le chef d'escadron Reto. Donc j'arrive de Cayenne. Et donc je venais voir un peu comment les choses se passent par rapport à votre village et comment vous ressentez notre présence. Il veut que ce soit permanent ici. Très bien. Quand vous êtes là, il y a, on va dire, 75% de trafic en fait. Il diminue. Bien sûr. Juste l'effet que vous soyez là. C'est le but. C'est le grand man qui a réclamé la présence des forces de l'ordre dans son village pour le protéger des exactions continuelles des Garimperos. Il y a eu des Brésiliens qui sont déjà venus avec armés jusqu'aux dents avec des calaches. Ils se permettent de venir du côté français et menacer mon grand-père de le tuer. Et du coup, mon grand-père dit que maintenant il ne peut plus aller à la chasse parce qu'il y a des Brésiliens partout. Et quand il va, par exemple, lui, il a un 12 mm. Et du coup, peut-être qu'ils vont avoir peur, les Brésiliens, et ils vont tirer en premier. Et du coup, les villageois, ils ont cessé d'aller en forêt. Exaspéré par les intrus, le grand man a créé une milice. Et la situation a dégénéré. C'est vrai qu'il y a eu des affrontements entre Amérindiens et des Garimperos. Parce que... ils voulaient que ça cesse, du coup ils confisquaient leurs bateaux, leurs pompes. Mais c'est parti en sucette parce qu'il y a eu des blessés et il y a eu même des morts. À un moment donné, mon grand-père était très très haï et du coup on a reçu des menaces de mort et sa tête était mise à prix aussi. Ils essayent de corrompre aussi avec de l'or. Mon grand-père, il veut pas de cet argent-là, il veut pas. Comme il dit, qu'est-ce que je vais faire avec si on me donne des millions ? Tout ce qu'il veut, c'est que la nature soit préservée. Et ça n'a pas de prix. À 250 km à l'est de Twemke, les gendarmes de la brigade nautique sont en route pour une mission en renfort des FAG, les forces armées en Guyane. Ça fait un petit moment que nous ne sommes pas montés sur FMA et il faut qu'on reprenne un petit peu nos repères sur ce point stratégique-là. FMA, c'est un passage obligé de tous les trafiquants pour acheminer vivres et matériel sur l'ouest. C'est important parce que en fait, c'est du matériel qui vient directement du Brésil. C'est du matériel essentiellement destiné à l'orpaillage illégal. Et donc, c'est très très important pour eux. Aujourd'hui, Christophe rejoint le cantonnement du Sefeu, le centre d'entraînement en forêt équatoriale, sous la responsabilité de la Légion étrangère. Christophe ne vient pas pour un entraînement, mais pour une mission bien réelle. Le centre a un accès au fleuve Aprouag, 60 km en amont de son embouchure.
Pour sa mission du jour, Christophe va être assisté d'un groupe de légionnaires déjà prêts et équipés à son arrivée. Son objectif, couper les vivres aux orpailleurs illégaux, les OI dans le jargon militaire. Donc le but de la mission, c'est de rejoindre FMA en descendant le fleuve à Proag, en empruntant le trait de côte, donc une portion mer, à la sortie de l'embouchure de la Proag. Donc l'objectif, c'est de repérer toute présence de pirogues avec du transport d'OI. Donc on s'en empare si on le peut. Donc on va visiter les lieux, on va faire une reconnaissance et on verra si on a de la chance sur cette mission-là. Voilà. OK, des questions? Non, c'est bon? Allez, en route. Ce matin-là, un épais brouillard est au rendez-vous. Christophe et son équipage vont devoir être extrêmement vigilants. Des pirogues de trafiquants peuvent émerger de la brume à n'importe quel instant. À tout moment, on peut effectivement être en contact avec une pirogue d'OI qu'il faudra contrôler. C'est vrai qu'actuellement, on a pas mal de brume. On en bénéficie et on la subit un petit peu parce que la navigation est compliquée. Simplement, là, on va passer sur la commune de Regina et en fait, on passe complètement inaperçu. Ils vont peut-être nous entendre, mais ils ne nous verront pas. Finalement, visuellement, nous ne sommes pas décelés, donc ça, c'est important pour pouvoir travailler sereinement. Pour l'instant, le brouillard est à l'avantage des forces de l'ordre. Mais dès que la pirogue de la brigade nautique sera repérée, les trafiquants s'alerteront mutuellement. C'est la route de tous les trafics ici. C'est une route qui est empruntée autant par les orpailleurs illégaux, les logisticiens, mais également par les pêcheurs illégaux, par les passeurs qui acheminent des ESI sur Cayenne et toute sa région, etc. Il y a des trafics également de stupéfiants, d'armes entre le Brésil et le Suriname, et tout passe par ici. C'est la route à tenir. La route à tenir ne concerne pas seulement le fleuve Aproag, mais aussi toute une portion de côte après son embouchure. Quand la pirogue atteint l'océan, elle tombe presque nez à nez sur une armada de bateaux de pêche brésiliens qui écument les eaux territoriales françaises en toute illégalité. Christophe n'est pas étonné de les trouver là. C'est une région qui est bien pêchée ici, on est à proximité de l'embouchure, c'est très poissonneux. Et oui, on a pas mal de bateaux de pêche brésiliens qui viennent dans les eaux territoriales françaises, donc théoriquement, ils n'ont pas le droit du tout de pêcher ici. Ils sont plus là pour informer, ils ont des radios à bord et ils informent beaucoup. Alors là, il y en a, voilà, à foison, là, il y a une flottille. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a partout autour de nous, là. Donc en fait, voilà, il y a une complicité de toute façon de tous les illégaux, hein, qu'ils soient sur la pêche ou qu'ils soient sur leur paillage. Avec tous ces informateurs en mer, la mission de Christophe se complique. Sa discrétion n'étant plus assurée, les chances d'arraisonner une pirogue s'amenuisent. Il poursuit toutefois sa reconnaissance vers 2 îlets réputés pour servir d'abri aux trafiquants. Mais même sur ces zones connues, pas l'ombre d'une pirogue. Pour en avoir le cœur net, il décide de mettre le cap sur une petite baie à l'abri du vent et de la houle. Objectif, faire débarquer les hommes pour aller relever d'éventuelles traces récentes des trafiquants. L'endroit n'est pas choisi au hasard. C'est très très important parce que ces points-là ce sont des points remarquables. Ils passent forcément ici. Donc il est bon de venir voir un petit peu ce qui se passe et pourquoi pas éventuellement tenir quelque temps un point comme ça. Ça pourrait fortement les perturber. C'est très très bien choisi ce lieu-là. Un tout petit peu plus loin, quand on monte un petit peu, il y a un puits. C'est un puits d'eau douce. Donc ça, c'est répertorié comme un abri ici. Une fois de plus, la reconnaissance n'a rien donné. Mais Christophe ne se résigne pas. La lutte contre les trafics est avant tout une question d'opiniâtreté. Alors voilà, on ne peut pas leur donner rendez-vous, c'est très aléatoire. On peut avoir du renseignement, mais la qualité d'un gendarme, c'est de s'adapter à son milieu.
Et nous nous adaptons au milieu guyanais, nous nous adaptons à cette lutte contre l'orpaillage illégal, contre les différents trafics qui existent ici en Guyane. Mais oui, il nous arrive d'avoir de la chance et de tomber nez à nez avec 2 pirogues qui sont en attente ici. Il faut être patient, c'est un jeu de patience. En Guyane, les évacuations sanitaires font partie du quotidien des services d'urgence. Les patients sont rapatriés sur l'hôpital de Cayenne, qui bénéficie des meilleurs services en chirurgie, orthopédie, mais aussi en pédiatrie. Souvent, le SAMU doit aller chercher des nourrissons pour les ramener à Cayenne. Ce matin, Alex organise un de ces transports dont il est familier. Donc là, on prépare le matériel pour aller chercher un enfant à Kourou qui a besoin d'aller en réanimation néonatale, qui se passe qu'à Cayenne. Donc on prépare le matériel pour aller le chercher en ambulance. À 32 semaines et 1 ou 2 jours, pour un poids de 1400 grammes, donc c'est extrêmement petit. Il faut qu'on assure, ce qu'on demandait, un support ventilatoire. Même si pour l'instant il est autonome, il faut s'attendre à ce qu'il ait besoin d'aide pour respirer. L'enfant est un prématuré. En poste depuis 2004 au SAMU de Cayenne, Alex est un habitué des transferts. Il sait que la journée va être longue. On part pour une intervention qui va durer 2h30, 3h. Moi, j'ai toujours un petit sandwich avec moi parce que les journées sont longues. Donc ouais, on enchaîne. La grande particularité, c'est qu'on ne travaille pas dans un hôpital. On est à l'extérieur, donc on est obligé de s'habituer aux contraintes du transport, de la météo, des gens qu'on voit, voilà. Donc ça, on est obligé de les prendre en compte, de les appréhender, et ça change un petit peu le travail. Ouais. On doit parer à toute éventualité, mais l'objectif, c'est de prévenir les complications et que le transport, ça soit que de la surveillance. Après, on doit savoir intervenir si besoin. Mais dans la médecine d'urgence, on a l'habitude d'être un petit peu proactif. On a un petit peu une réputation de cow-boy. C'est pas faux, on a tous des caractères un petit peu particuliers, c'est pour ça qu'on aime ce boulot, l'adrénaline, tout ça. Mais idéalement, le patient doit être stabilisé avant. On a l'habitude de dire, oui, les transports sont peinards, mais parce qu'on a travaillé avant. Arrivé à l'hôpital, Alex va enfin rencontrer son patient, âgé d'à peine 2 jours. Salut toi. Avant de l'emmener, il procède à un rapide examen clinique de l'enfant. Je regarde s'il y a des signes qui me font penser à des petites malformations ou autres, mais très bien. Et avant ça, c'était le point notamment sur tout ce qui est ventilation, et puis donc les différents contrôles pour s'assurer que le métabolisme se passe normalement. Voilà. Avec précaution, l'enfant est préparé pour le transport avant d'être emmené à sa maman qui ne pourra pas le suivre. Les liens avec les parents, c'est super important, notamment avec la maman. Mais en plus, même médicalement parlant, on sait que mieux le lien se passe avec la maman, mieux se passera par exemple l'allaitement. Tout doux, hein. Dans l'ambulance, la surveillance ne va jamais se relâcher jusqu'à l'arrivée. Là, c'est un enfant, mais c'est un peu pareil pour les adultes. En transport, ça bouge, vous voyez bien. Ça brasse pas mal. Et en fait, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on appelle les prothèses. Les voies d'abord, s'il y a des supports ventilatoires, on les fixe, on y fait attention parce que c'est ça qui peut sauter, comme on dit. Parce que là, on perturbe l'enfant. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, il était tout tranquille dans son petit berceau. Là, la moindre bosse, il tressaille, il sursaute. Et donc, ça peut le perturber. Donc, il faut qu'on reste attentif à tout ça. Mais ça va bien se passer. Après 30 minutes de route chaotique, l'enfant est amené à bon port. À l'hôpital de Cayenne, ce poids-plume va être transmis au service de réanimation.
Il y restera plusieurs semaines sous la surveillance de ses nouveaux anges gardiens. Pour Alex, la mission est terminée. Il va rester au bon soin avec l'équipe de Réa, bien compétente pour objectif qu'il atteigne 34 semaines avant d'envisager un retour plus proche de sa maman vers Kourou. Voilà. Donc maintenant, nouvelle mission, on nous attend pour l'hélico, direction Saint-Laurent. À la douane de Cayenne, la garde à vue commence pour le suspect arrêté en possession de presque 1 kg de caché dans son caleçon. Il me semble que c'était refermé, comme ça c'est un double. C'est un double caleçon cousu là. Ok. Et qui permet donc de contenir. Voilà. Donc elle est saisie parce que ça a servi à masquer la marchandise. Des gens qui passent avec des caleçons ou qui se mettent directement les bandes, des sachets au niveau de la ceinture abdominale, oui, c'est pas la première fois. C'est les organisations qui travaillent derrière ça. C'est pas monsieur tout le monde qui se dit aujourd'hui je vais mettre un caleçon avec presque 1 kg de cocaïne. Non, c'est élaboré, c'est pensé, c'est construit, c'est étudié, c'est conçu. C'est tout un cheminement, c'est toute une structure. Guillaume, on numérote les paquets. 1, 4. On a fait la pesée, on va faire un prélèvement pour l'envoyer à notre laboratoire pour faire une analyse qui va confirmer que c'est bien de la... tout déterminer la teneur. Les douaniers vont prélever 3 grammes dans chacune des 4 poches saisies. Ce qui les intrigue le plus, c'est la consistance inédite de la... Ça, pour moi, c'est la première fois que je vois cette consistance. Après, je ne sais pas si les collègues plus anciens ont déjà vu. D'habitude, ouais, elle a plus l'apparence d'une poudre. Là, c'est plus une espèce de pâte. Le travail de prélèvement est méticuleux. Chaque fois, chaque fait et geste de la procédure est soigneusement consigné dans un rapport sous les yeux du gardé à vue. Puis, les sacs sont soigneusement refermés et mis sous scellé pour la suite de l'enquête. Quant au suspect, il n'a droit à aucun contact avec l'extérieur. Pour l'instant, il ne pourra pas ni prévenir, ni communiquer avec un proche. Donc, pour ne pas entraver l'enquête, on se tient à la décision du tribunal. L'homme accuse le coup. Comme d'autres avant lui, il n'est pas passé à travers les mailles du filet. Il y a des croyances qui se mêlent à tout ça, parce que des fois, ils vont aller voir des chamans, donc ils les font quoi qu'ils se deviennent invisibles. Et en plus, il y a aussi l'attrait de l'argent facile. Donc, malheureusement, ceux qui ne se font pas attraper véhiculent un mauvais message qu'ils peuvent le faire. Et après, ils oublient ceux qui ne reviennent pas de suite. Donc lui, il va faire partie de ceux qui ne reviennent pas. Il a voulu accélérer son niveau de vie, je pense, et puis c'était la solution de facilité. Et malheureusement, il ne pense jamais à l'issue fatale qui est l'arrestation, l'emprisonnement. Maintenant, il s'en rend compte et donc c'est pas la première fois on en voit pleurer et se lamenter sur leur sort, quoi. Dans le secteur de Twemke, le chef d'escadron Reto et ses hommes s'enfoncent un peu plus dans la forêt. Leur pirogue remonte la rivière Tampok, direction le prochain poste avancé. Pour atteindre leur destination, ils doivent franchir plusieurs sauts, ces zones de rapide qui peuvent s'avérer très dangereuses. Mais les piroguiers amérindiens veillent. La forêt et les rivières n'ont plus aucun secret pour eux. Après 20 minutes de navigation, le poste est en vue, au beau milieu de la rivière. Chaque semaine,
une vingtaine de militaires se relayent sur cette base flottante pour contrôler toutes les pirogues. Bonjour, chef Valquier, je suis le chef de détachement ici. Enchanté. Il existe 2 barges comme celle-ci en Guyane. La première, sur la rivière Inini, a déjà fait ses preuves, au point que les orpailleurs ont quitté l'Inini pour se replier sur ce nouveau secteur. En fait, historiquement, l'Inini était un théâtre pour nous d'engagement assez intense, et ce qui a eu pour effet en fin d'année dernière à ce que les orpailleurs en fait, basculent sur la Tampoc. Et on s'est rendu compte que l'orpaillage, en fait, l'alimentation des sites passait par le fleuve, et avec des grosses porteuses et des grosses puissances en termes de moteur et des grosses capacités en fait, à 3-4 tonnes par chargement. Donc imaginez, les villageois nous disaient que ça pouvait arriver jusqu'à 10 passages jour. Donc c'est des quantités pharaoniques quand on rapporte ça la semaine. Si la mise en place des barges a permis de réduire le nombre de chantiers illégaux, l'effort doit rester permanent. De jour comme de nuit, les militaires effectuent des patrouilles pour intercepter les logisticiens les plus tenaces, déterminés à livrer leurs marchandises coûte que coûte. Sachant qu'il y a le contrôle sur cette barge, ils ne vont pas venir directement avec les pirogues au niveau du contrôle gendarmerie. Du coup, il y a des itinéraires de contournement, justement, pour contourner cette barge. Et c'est sur ces itinéraires-là qu'on trouve parfois des belles prises comme ceci. Et la prise du jour, c'est une pompe flambant neuve. 90 kilos. Mais ça dos d'homme. C'est bien, ça leur fait mal au niveau de la logistique et c'est... En fait, ça fait le beau jeu des logisticiens, la lutte contre l'orpaillage illégal. Parce qu'eux, ils sont, au final, ils marchent à l'opportunité, mais leur fonds de commerce, c'est nous. Puisqu'à chaque fois qu'on vient de détruire, on rend plus compliqué l'approvisionnement, donc ça coûte toujours plus cher. Donc au final, ceux qui s'en sortent bien dans le business, c'est les transporteurs, les logisticiens. La vie s'est organisée sur la barge. Entre 2 sorties, les hommes ont peu de temps pour se remettre en condition. Malgré un confort rudimentaire, personne ne se plaint. On s'y sent bien. Voilà. Une fois qu'on a pris nos repères, notre confort, on a adapté la cuisine, notre confort de sommeil, et puis on est bien. Les gars, on prépare quoi ici? On prépare du riz à la marmite. Une petite sauce d'ongé, sauce patou, sauce tomate. C'est rustique, mais franchement, on s'est engagé pour ça et c'est une expérience unique aussi à faire, hein. C'est quelque chose d'unique à vivre. La finalité de notre formation pour nous, c'était de partir en mission. Et du coup, forcément, de se retrouver dans des endroits comme ça, couper un peu de tout, ça nous rappelle aussi que... ça nous rappelle beaucoup qu'en métropole, on a de la chance et que c'est surtout de luxe. Mais voilà, on s'y habitue très bien et on est très content d'être là. Bon appétit! Merci. Mais le macédoine, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et manger des légumes ici en forêt, c'est quand même pas donné à tout le monde, donc on va savourer. C'est l'heure de prendre des forces. Les hommes vont en avoir besoin pour la mission du lendemain, car à l'aube, une équipe partira en forêt pour démanteler un chantier illégal. Après une nuit de repos, c'est l'heure du réveil sur la barge de la Tampoc. Les militaires se mettent en condition et gèrent le matériel avant le départ en mission. Ce matin, c'est un moteur de pirogue qui montre des signes de faiblesse. Ouais, ça s'abîme vite, puis c'est utilisé tous les jours. C'est des matériels quand même qui sont saisis à la base. Et on n'a pas toujours les pièces après de rechange. Donc, après, si ça marche pas là, il y a d'autres pirogues qui arrivent. Mais au moins, si on peut voir si cela marche ou on doit le ramener d'emblée aujourd'hui pour partir en réparation. C'est pas possible d'avoir du matériel comme ça quand on part en mission pour qu'il nous lâche en plein milieu de la rivière. S'il n'y a plus de moteur, là, ça dérive. Après, il y a des passages dessous en plus là-bas. Donc, non, c'est pas concevable. Il faut absolument que le matériel marche. Souvent, le matériel saisi est récupéré au profit des forces de l'ordre, comme cette énorme pirogue de fabrication surinamaise. Là, on est devant une pirogue en fait, qui a été saisie
et qui attend le jugement final pour connaître son devenir. Mais ce genre de pirogue en bois, en fait, a une capacité d'emport qui peut aller jusqu'à 2, 3 tonnes, voire 4 tonnes. Et c'est ce genre de pirogue qu'on ne veut pas justement voir remonter la rivière ici sur la Tampoc, parce qu'avec ce genre de capacité d'emport, ils ont une capacité à régénérer les sites de manière très rapide. Et puis c'est costaud, c'est très très costaud. Le bois passe très bien les sauts, le bois absorbe mieux les chocs contre les rochers. Donc voilà, donc c'est de la pirogue pour eux, ça a un prix, quoi. Ça a de la valeur. Pour les orpailleurs comme pour les gendarmes, la pirogue est le véhicule indispensable dans ces régions reculées. Aujourd'hui, le chef d'escadron Reto et son équipe partent en patrouille sur un secteur connu pour abriter des chantiers illégaux. Plusieurs sites ont déjà été démantelés. Après leur destruction, les gendarmes doivent absolument y retourner pour occuper le terrain. Leur objectif ? Faire acte de présence pour empêcher les orpailleurs de reprendre leurs activités. Car la zone est réputée pour cacher un filon. Il y en a partout de l'or. Donc ils vont surtout à l'endroit où ils nous éviteront. Voilà, ils cherchent d'abord et avant tout à nous éviter. Et à être le plus discret possible pour éviter de trouver leurs traces. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fourmi, c'est un travail de chasseur aussi, pour nous. De se retrouver sur les traces de leur activité ou de logistique. Comme là, voilà, c'est assez net, hein, et derrière, de retrouver les endroits où ils exploitent l'or illégalement. Les gendarmes vont emprunter le layon créé par les orpailleurs dans un milieu plutôt hostile. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, quelques mètres et vous ne voyez plus rien. C'est opaque, c'est dense, c'est haut, toujours chaud. C'est escarpé. Pour suivre un filon, il suffit de remonter le long des criques. Après 400 mètres, celle-ci débouche sur une ancienne installation. Terrible parce qu'à l'origine, ça, c'était comme la forêt qu'on a à côté de nous. C'était pas une trouée d'eau. C'était une forêt vraiment primaire. Là, voilà, c'est déboisé, c'est creusé et c'est pollué. Pollué avec les hydrocarbures et puis dans un second temps avec le mercure pour amalgamer l'or. Voilà, on est déconcerté de voir autant d'irrespect. En poursuivant la progression, les gendarmes traversent des chantiers successifs et leur cohorte de déchets. Ils débouchent bientôt sur les vestiges d'un camp, rasé et brûlé. C'est surtout des stigmates d'un passage d'une mission Harpie qui est venu détruire une installation. Sans ça, en fait, ça continue indéfiniment à déboiser, creuser, prospecter. C'est pour ça que la mission a poursuivi dans ce sens-là. Je suis fort à parier que se sont réinvestis des lieux plus en amont de la crique pour à nouveau trouver un site d'orpaillage alluvionnaire. Il faut se mettre ça en tête, voilà, c'est une mission qui ne s'arrête jamais. C'est comme une lutte contre une délinquance d'appropriation en ville, ça ne s'arrête pas, il y a toujours des opportunités. C'est pareil ici, il y a toujours des opportunités contre lesquelles il faut lutter, sans cesse. Quand ils tiennent un filon, les Garimperos ne lâchent jamais. Si l'armée les déloge, ils reviennent s'implanter quelques centaines de mètres en amont. Des assauts en hélicoptère sont parfois menés au cours d'opérations coup de poing. Mais là encore, les orpailleurs ingénieux ont trouvé un stratagème simple contre les hélicos. Des perches. Et en fait, le Garimperos, pour gagner du temps, il vient mettre ses perches là verticales pour empêcher un posé direct. Ce qui oblige en fait soit une descente en rappel, en corde lisse ou en treuil. Donc ça leur laisse le temps après d'enlever le matériel ou de basculer les moteurs à la flotte. Pour s'adapter à leurs ennemis, les hommes des forces armées en Guyane doivent procéder à des marches d'approche discrètes. À la faveur de la nuit, ils peuvent s'aventurer au plus près des camps avant de lancer l'assaut. Après 2 heures de progression, l'équipe a rejoint un groupe qui est intervenu à l'aube. Après une marche d'infiltration d'1h30, on est arrivé aux alentours de 7h30, 8h du matin. Sur zone, il n'y avait personne. Donc, ils connaissent le terrain, donc forcément, ils sont pas équipés. Nous, on est équipés, on ne connaît pas le terrain, donc forcément, même si on est assez rustique et rapide, il y a des fois où ils nous échappent. Les Garimperos se sont évanouis dans la nature, mais l'objectif est atteint.
Leur nouveau campement et tout le matériel trouvé sur place ont été détruits. C'est tout un symbole. Il faut vraiment marquer notre empreinte, en fait, davantage que la leur. Hein. Donc ce genre de démonstration, de destruction, bah, c'est leur montrer qu'on est toujours présent, on est là. C'est un combat sempiternel pour eux, hein. C'est un enjeu financier, c'est leur gagne-pain. Donc ça ne s'arrêtera pas comme ça. C'est une lutte sans fin pour les FAG. Mais grâce à leurs actions sur la rivière Inini, 50 sites illégaux ont été démantelés l'année passée. Dans le secteur de la Tampoc, ce n'est qu'une question de temps pour repousser les orpailleurs toujours plus loin. Dans le secteur de Cacao, la police de l'environnement a prévu une reconnaissance dans une zone très prisée des chasseurs, la rivière Comté. Bonjour. Dès qu'ils croisent des pêcheurs en partance, Franck vient toujours à leur rencontre pour se faire une idée de leurs véritables intentions. Car avec sa longue expérience, il n'est jamais dupe. Bonjour messieurs. Pas de fusil? Les quotas, espèces protégées, toutes bêtes, tout ça, vous le savez. Hein. Okay. Ça fait 18 ans que je suis en Guyane, 14 ans que je travaille pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en Guyane. Donc effectivement, je pense avoir un petit peu de recul sur les pratiques courantes dans ce département. Voilà, ils ont des cannes à pêche, ils nous disent qu'ils vont les pêcher. C'est vrai qu'il y a de la coupe à rivière en ce moment, mais ils ont le fusil avec eux dans la barque. Donc s'il y a un animal qui passe devant, je pense qu'ils ne feront pas de quartier. On peut penser que si nous n'étions pas là, les gens se permettraient certainement un petit peu plus de largesse. Donc c'est important que les gens nous voient qu'on fait des contrôles, voient qu'on est présent sur le terrain. C'est fondamental. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. La chasse n'étant pas interdite, ces pêcheurs peuvent partir. Franck leur a rappelé quelques règles. Sa présence dans le secteur devrait les dissuader de tirer sur une espèce protégée. Ce matin, Franck et son collègue Eric vont remonter la rivière Comté à l'affût d'éventuels braconniers. Ce type de sortie ne s'improvise pas. Réserve d'essence, moteur de secours, tronçonneuse, téléphone satellite. Tout le matériel à bord a été minutieusement vérifié avant le départ. En cas de coup dur, il peut leur sauver la vie. Le truc, c'est qu'au compte tenu de l'isolement dans lequel on est assez rapidement en Guyane, dès lors qu'on a un problème matériel, de la casse, quoi que ce soit, on peut très vite se retrouver en difficulté. Et si on a une panne de moteur d'ici, c'est très vite une journée ou deux de drame pour rentrer. Et donc là, il faut gérer. Même si on a un téléphone satellite, avant que des collègues viennent nous chercher, il va falloir qu'on gère notre chemin, quoi. Et un téléphone satellite, ça tombe en panne aussi. Ça peut très très vite devenir compliqué. On n'est vraiment pas en milieu urbain, on n'est pas sur des routes. Le fait qu'on est entièrement dans la nature la plus authentique qui soit, ça peut très vite compliquer les choses. C'est ce qui fait le charme de notre métier ici. Il y a toujours un petit côté aventurier, effectivement. Il faut aimer ça. Pour dénicher des chasseurs, les deux policiers doivent rester aux aguets. Mais le secteur à explorer est immense. Avec seulement 10 agents sur toute la Guyane, la patrouille se fait au pas de charge. Jusqu'à ce qu'ils accostent pour inspecter un carbet, lieu de pause pour les policiers comme pour les chasseurs. C'est le premier carbet où des chasseurs peuvent s'installer, puisqu'on commence à être un petit peu plus loin de la ville. Donc là, c'est typiquement le genre d'endroit où des chasseurs peuvent venir squatter. Et à ce moment-là, on va essayer de regarder sur la zone du feu si on trouve des restes d'animaux. Ça nous permet de savoir ce qui aurait pu être chassé dans le coin. Puis quelquefois même, avec les déchets que malheureusement laissent les usagers, on sait à peu près d'où peuvent venir les personnes. Donc ça nous permet de faire des recoupements et de savoir telle espèce protégée ou non a pu être chassée par tel type de typologie de personnes. Il est important pour nous d'aller sur le site parce qu'on pourrait très bien se contenter de les attendre au débarcadère et contrôler les pirogues lorsqu'elles reviennent. Mais on va sur le site pour deux raisons. La première, l'une d'entre elles, c'est d'être présent sur le terrain, que les gens voient qu'on est partout. Et puis également, une autre raison qui est qu'on a déjà pu constater que les gens qui connaissent la réglementation, qui savent ce qu'ils ont chassé, qui savent qu'ils ont tué une espèce protégée par exemple, ils vont évidemment pas prendre le risque de se faire attraper et de revenir avec cet animal protégé dans leur glacière, mais ils vont le manger sur place. Donc c'est important pour nous d'aller sur le terrain également pour pouvoir prendre en flagrant délit les gens qui seraient en train de cuire, et c'est déjà arrivé, par exemple un singe araignée dans une gamelle,
ou un caïman, un endroit où c'est interdit. Donc c'est important pour nous d'aller sur le terrain. La forêt amazonienne, c'est un vaste espace, très très vaste, mais elle se morcelle petit à petit, doucement mais sûrement. Et si on n'y prête pas attention, je pense que si l'Amazonie un jour n'existe plus, c'est que l'homme a des soucis à se faire sur la planète. J'entends souvent également dire, lorsque les gens eux-mêmes constatent qu'il n'y a plus d'animaux dans une zone, ils nous disent « ah bah, ils sont partis, les animaux sont partis ». Bah, il faut que ces gens-là prennent conscience, il faut qu'on leur explique que ces animaux-là, ils ne sont pas partis. Bah, ils ont tous été décimés d'une zone. Et il est fondamental que chacun soit conscient que la ressource n'est pas inépuisable. Franck a toujours été attiré par la nature. Lorsqu'il a connu l'existence de la police de l'environnement, il s'est immédiatement porté volontaire. Ouais, c'est la passion qui m'a fait venir ici. C'était mon rêve de gosse quand j'avais 7 ans. Je m'intéressais déjà à la nature et puis très vite on se rend compte que quand on aime la nature, bah, c'est la Guyane qui est un petit peu l'Eldorado. Et j'ai la grande chance d'être français et d'avoir donc un bout de territoire de l'Amazonie qui est français et donc de pouvoir demander une mutation là-bas quand j'étais fonctionnaire. Et après, la Guyane, je pense que c'est une terre d'enjeu puisque la Guyane se développe, il y a de plus en plus d'habitants, donc il faut être très très vigilant sur ce qui s'y fait. Ça vaut pour la biodiversité, ça vaut pour la police de l'eau également. Et tout ça, c'est un travail de longue haleine et qui nécessite de l'abnégation, qui nécessite du temps. Mais j'ose espérer que dans 20 ans, il restera toutes ces merveilles qu'on peut y voir, avec des fleuves à peu près sauvages, avec des poissons dedans, avec des haras qui survolent la cime des arbres et des loutres qui jouent dans l'eau. J'ai une chance extraordinaire de pouvoir protéger la nature à l'endroit où finalement elle est la plus belle, la plus sauvage, la plus authentique. Être un gardien de la nature en Amazonie, pour moi, c'est un rêve d'enfant que j'ai réalisé. Et pour le moment, non, j'ai pas encore envie d'en partir. Je pense que j'ai encore quelque chose que je peux apporter dans ce milieu et pour pouvoir continuer à le préserver. Qu'ils soient policiers, douaniers, gendarmes ou médecins, venus de l'Hexagone ou issus de la terre guyanaise, tous ont à cœur d'assurer l'ordre, porter secours et préserver ce territoire précieux.